Messager a commencé sa carrière en faisant éclater tabous et clichés sur l'identité féminine. Elle brodait, par dérision, des proverbes misogynes, il y en a tant. Elle emmaillotait des oiseaux naturalisés dans des gilets de tricot comme s'il s'agissait de bébés. Elle collectionnait des photos d'hommes afin d'inverser l'habituelle problématique du désir. Et puis elle a élargi le champ de ses préoccupations, passant de la condition féminine à la condition humaine. Ses œuvres, nourries de l'air du temps, de l'actualité, plus que des contes de fées comme avant, ont perdu de leur humour pour se charger de gravité. Ces installations monumentales se sont peuplées de créatures grotesques ou monstrueuses, habitées par la violence, la peur, la souffrance, la mort. Elle est troublante, dérangeante, intrigante, subversive. Elle provoque et interroge, fascinée par le corps, subjuguée par les mots, et explore inlassablement la condition humaine, en héritière de Duchamp. Elle est curieuse, rebelle, ironique. La force de ses installations et la singularité de ses recherches ont désormais séduit le monde entier. Elle parle volontiers, mais elle n'explique pas vraiment. La petite fille secrète et mystique de Berck-Plage, qui parlait avec la nature et les éléments, ne tient pas à donner toutes les clés. Mais elle ouvre les portes de son incroyable maison de Malakoff, près de Paris, et les murs, les objets, les images parlent pour elle. La première fois que je suis allée à un vernissage, je m'en souviendrai toujours parce que je ne connaissais personne. Et je me suis dit, tu vas être artiste professionnel, tu vas être invité au dîner de vernissage. Tu vas être invité au dîner de vernissage. Donc c'était un artiste, j'aimais bien la peinture, donc il faut que je trouve quelque chose d'intelligent à lui dire. Donc je ne sais pas ce que je lui ai raconté. Il m'a dit, voulez-vous rester au dîner, venir dîner avec nous? Et je suis restée dîner avec eux, c'était au ministère, je me souviens, le restaurant des ministères, ça m'a semblé une merveille ce dîner, j'étais invitée, et on avait tous beaucoup bu, et j'étais à la fin assise à côté d'un critique, qui est toujours vivant d'ailleurs, et il me dit, vous, qu'est-ce que vous faites? Je lui dis, je suis artiste, si vous voulez venir voir mon travail. Il me regarde, il me répond, couchez avec vous, oui, regardez votre travail, jamais. Et c'était très bien qu'il ait dit ça, parce que j'ai dit, oh là, il faut pas... Voilà, c'est très clair, c'est très net, merci monsieur de me prévenir. Voilà, c'était comme ça. L'artiste, il ne fait rien que mettre en valeur les choses de la vie qui sont là. C'est-à-dire qu'il n'a rien d'autre à faire que de regarder autour de lui, d'observer et de mettre en évidence certaines choses. Donc forcément, il veut aller plus loin. Il montre des choses qui, à ce moment-là, n'étaient pas tout à fait montrées, n'étaient pas tout à fait vues, et puis après deviennent une évidence. Il déplace un peu les choses, parce qu'il les met en gros plan. Mais tout est là dans la vie. Il a une loupe, il regarde tout, il observe, avec ce qu'il est lui-même, bien sûr. Je suis née à Berck-Plage, et c'est une ville assez particulière. C'est pas du tout la province profonde. C'est-à-dire qu'il y a la plage, la mer, comme ça, une horizontale très longue, 2 blocos de chaque côté et 2 hôpitaux. En fait, c'est les malades qui sont importants là-bas. Ce ne sont pas des gens tristes du tout.
Ils savent que la vie peut être interrompue très vite, donc ils sont très joyeux, très gais. Ils ont beaucoup de temps pour être imaginatifs. Ils écrivaient tous de la poésie, ils peignaient. Donc c'est après-guerre, la ville était à moitié détruite. Et mon père, en fait, est tombé malade, il avait 20 ans. Il avait commencé des études d'architecture à Paris. Et il est resté 7 ans allongé à Berck, sans bouger. Mon père a toujours été peintre et architecte. Il se disait, comme Le Corbusier, peintre et architecte. Je veux dire, tous les matins, il me réveillait, il m'amenait des croissants pour me faire passer la sauce, mais il me réveillait à 6 heures du matin pour me parler de Soutine, de Dubuffet. Ma mère l'engueulait tout le temps, elle disait « mais laisse-la dormir, elle est fatiguée cette enfant ». Mais il n'y avait plus que moi qui l'écoutais, plus personne ne voulait entendre ces histoires. J'avais un frère très extraverti qui amenait beaucoup de garçons à la maison. Et moi, je restais enfermée dans ma chambre à rêvasser, à dessiner, à m'inventer des histoires. J'étais au contraire très, très timide, très secrète, mystique. J'allais dans les dunes, je parlais avec la nature, avec Dieu, avec les éléments. Tout ça, c'était la même chose pour moi. Mon père aimait beaucoup être en voiture, comme ça, écouter de la musique, et il allait partout. Et quand il est mort, avec ma mère, on est allé comme ça prendre à la baie de Lothier, un endroit très beau où il allait très souvent, qui est assez loin, à 10 km de là, et dans un café très joli où tout était peint, avec des canards sauvages, très très jolis au bord de l'eau. Et les types du café parlaient, mais ils ne savaient pas qui on était. Et dire « Ah ouais, le messager qui vient de mourir, ah ben il avait 2 passions dans la vie, la peinture et les femmes. » J'étais là avec ma mère et on a rigolé. C'était vrai d'ailleurs, c'était vrai. Ce qui a donné une enfance, parce que c'est vrai que je crois que comme il est resté... C'est un peu triste tout ça, qu'il est resté 7 ans allongé en pleine jeunesse. Il a toujours voulu rattraper sa jeunesse. Donc, beaucoup de femmes, beaucoup d'aventures, beaucoup de scènes à la maison, assez dur. J'étais une petite fille timide et secrète, mais pas avec les garçons. J'étais moi-même plutôt un garçon manqué. Je me battais toujours avec eux. Il y avait à ce moment-là, on avait des bouteilles d'encre. Je fiche les bouteilles d'encre bleu marine, vous voyez, Waterman. En pleine gueule, des garçons qui m'enquiquinaient. Une fois, il y en avait un qui venait de se faire une opération parce qu'il avait les oreilles très décollées. Donc on lui avait recollé les oreilles. Je me suis battue dans l'autobus avec lui. J'ai tout. Sa mère est venue trouver ma mère en disant c'est une honte. Je lui avais arraché les coutures de ses... Ah non, non, je n'avais pas peur du tout des garçons.
on arrivait à Paris avec ma mère en voiture, là, dans sa petite Dauphine. Et bon, je savais que c'était fini quand je retournerais dans la maison de mes parents. C'était plus ma maison. Donc je me souviens de ce voyage Paris-Berck. Non, Berck-Paris. C'était la fin de quelque chose, mais le début de quelque chose. On est arrivé vers 6 heures du soir. Il y avait plein de lumière comme ça partout dans les maisons. Et je me disais, ben oui, ces gens-là, je suis sûre qu'ils connaissent tous le nom de Picasso. Pourquoi ils ne connaîtraient pas le nom d'Annette Messager dans quelques années? Enfin, complètement dans la... C'est à la fois complètement de la prétention, de l'innocence, c'est la bêtise et la force de la jeunesse, c'est qu'on se dit, tout peut être ouvert. 1972, la France fait le bilan de 12 ans de création artistique. Plus qu'un panorama d'œuvres, cette exposition présente un catalogue de propositions allant de la peinture à l'action corporelle. D'abord les peintres. Dans la tradition de l'école de Paris, Entaille, Messager, mais déjà Leschinski fait appel à la bande dessinée. Les ferrailles de Tinguely et sa dérision du machinisme. Les compressions de César. Ah, ça c'est un 5. J'ai toujours autant aimé faire une photo, un dessin, une petite broderie, prendre un découpage dans les journaux. J'ai toujours fait ça quand j'étais petite et j'ai toujours eu envie de le faire. Ce qui n'était pas bien vu du tout dans le début des années 70, c'était l'art conceptuel, c'était l'art minimaliste. Donc au contraire, toujours la même chose, une rigueur. Et je sentais que c'était pas moi du tout. Donc c'est pour ça que je crois que par opposition, je me suis donné des appellations différentes d'Annette Messager. J'ai mélangé tous ces médiums différents. J'ai toujours voulu ne pas privilégier une chose plus importante qu'une autre. Donc j'ai photographié des braguettes d'hommes dans la rue, mais c'est pareil que de recopier une recette de cuisine mise sur le même plan pour moi. Le copain était venu me voir comme ça à la maison et puis voilà, plusieurs, on va manger, et on picole. Et il me dit, tu sais, toi, tu n'arriveras jamais à rien. Tu fais des choses très différentes. Alors tu fais tes oiseaux d'un côté, tu fais des albums collection de l'autre. Il faut faire comme Warhol, il faut faire toujours la même chose, tu sais, pour être connu. Et alors dans la nuit, je ne pouvais pas dormir, ça tournait dans la tête. Et bien, je me suis dit, je vais faire exactement le contraire. Je vais faire des choses de plus en plus différentes. Et tout dans la nuit, je vais m'appeler Annette Messager collectionneuse, Annette Messager artiste. C'est vraiment là que tout est arrivé. Mais je faisais ce travail, mais je ne l'avais pas défini, je n'avais pas réfléchi à le présenter, à le nommer en tous les cas. Oui, j'ai toujours voulu jouer avec les clichés de toutes sortes. Les clichés de la femme, il y en a beaucoup. Justement, cette série des proverbes où j'ai brodé 200 proverbes que j'ai trouvés sur les femmes. Des choses voilà, qu'on trouve partout. J'ai brodé très sagement, très soigneusement. Je n'ai jamais voulu, contrairement aux Américaines, être dans la dénonciation. Dans le milieu de l'art des années 60-70, j'étais quasiment toujours la seule femme, il n'y avait pas de femmes. Et je me souviens bien, je n'ai pas cité de nom, mais quand j'ai commencé dans les années 70, on m'acceptait, mais c'était toujours à l'écart. Mais
Je pouvais faire mon chemin, justement, d'une manière souterraine, comme j'ai toujours aimé le faire. C'était en été et je me souviens très bien, j'étais en tongs et dans la rue j'ai marché sur un oiseau, un petit moineau mort. Et j'ai senti ce contact comme ça, doux des plumes et en même temps c'était froid. Je ne sais plus si je l'ai ramassé ou pas, mais je suis rentrée chez moi, je crois que je l'ai ramassé. Et j'ai tricoté un petit linge pour ce moineau. Et c'est tout d'un coup, voilà, j'ai vu le travail que je voulais faire, mais en 2 secondes. Hein, quelquefois, ça arrive en 2 secondes. Quelquefois, on met des mois avant de trouver vraiment la forme. Un enfant, c'était trop proche, donc je les ai appelés mes pensionnaires, comme si j'avais une pension de famille. Et j'étais un peu une directrice assez méchante, assez dure, qui leur donne des ordres. Donc il y avait le repos, où ils sont habillés, il y a la promenade, sur des petits moteurs comme ça, mécaniques. Et la punition, ils étaient sur des petits socles en métal attachés, et je leur ai fait aussi tout un alphabet, un langage, je leur ai inventé un langage. Quand j'ai fait la série des pensionnaires, j'ai fait un peu de recherche sur les petits moineaux et comment ils vivaient. J'ai cherché dans les livres. Et par exemple, pour la promenade, quand c'est humide, ils appellent les feuilles mortes. La feuille colle, la feuille crie, le son de l'eau comme ça qui colle. Je trouvais ça très joli. Donc, toutefois, une autre raison nous fait hésiter à nous promener par temps humide. Les papiers du sol collent, les feuilles mortes collent. Tout adhère à leur mécanisme si fragile, les clés rouillent et les piles fonctionnent mal. Souvent, nous avons dû abandonner notre sortie parce que ces petits mécanismes que je leur avais fabriqués n'avaient pas résisté aux intempéries. C'est pourquoi cette promenade est toujours inquiétante et en plus, je crois que je préférais qu'ils restent enfermés à la maison. Je ne sais pas s'il y a une ligne droite dans mon travail, mais le rapport animalité-humain m'a toujours intéressée. Je pense qu'on est très très proche de ces petites bêtes. Qu'est-ce qui me différencie d'un chat? Eh bien, justement, que les animaux ne font pas d'art, c'est peut-être la seule différence. Ils sont aussi méchants que nous, ils sont aussi gentils à la fois. Ils ont besoin de chasser pour vivre. Et on est pareil. La seule chose, c'est que nous, de notre imaginaire, je pense qu'ils ont aussi un imaginaire, mais de notre imaginaire, on fait de l'art. Un animal naturalisé, il a l'air à la fois vivant, naturel, et puis si on le touche, c'est la mort en même temps. Et c'est un peu le même rapport que j'ai avec la photographie, où c'est un instant gelé de la vie et en même temps fini. Ça n'existe plus, c'est passé. Chaque fois qu'on regarde une photo, c'est quand même un côté mortuaire. Monsieur de Flandre, j'aime toujours beaucoup venir chez vous. Je suis toujours impressionnée. C'est un lieu tellement poétique, étrange.
miraculeux de voir tout ça. Qu'est-ce que vous faites C'est bizarre. Dites-moi, c'est quoi cet oiseau-là? Ça, c'est un chona. Hein? Un chona. Un chona, ça vient d'où? D'Argentine. C'est absolument stupéfiant. Il a des griffes, là, sur les ailes. Le premier animal que j'ai acheté chez vous, c'est un tout petit chat. Vous vous souvenez, je crois que vous m'aviez dit que c'était pour apprendre que vous aviez fait. D'ailleurs, il est un petit peu fatigué, là, peut-être qu'il faudrait que je vous... Il n'était pas noir, par exemple? Non, il est un peu comme ce chien, là, de cette couleur-là. Il a un petit air, ce chien. J'ai eu beaucoup de renards chez vous. Il y en a un, là, encore. Oui. On a fait plusieurs expositions ensemble, si je puis dire. Le musée d'Orsay, le musée d'art moderne. Et une fois, je me souviens, vous étiez un peu fâché après moi parce que j'avais mis... Vous vous souvenez? Pitre d'un perroquet. Et un perroquet mâle, vous l'avez beaucoup... Ah oui, vous vous souvenez de ça? Et je dis que je ne suis pas tellement habitué. Moi, je fais exactement pour la nature. Après, les voir avec une robe, c'est pas... Ça choque un peu, pour moi. Et quand je leur mets une capuche ou une peluche, une tête de peluche, ça ne vous plaît pas? Ah non, parce que ça gâche mon travail. C'est vrai. Je suis la collectionneuse, la truqueuse, la femme pratique, la menteuse, la colporteuse, l'amoureuse. J'aime avoir de nombreuses appellations, des titres importants, de nombreux rôles que je collectionne. Ils me préservent de l'extérieur, ils me préservent de moi-même, ils me préservent du temps qui passe. En réalité, je suis la peureuse qui aime avoir peur et faire peur aux autres. J'aime les dossiers, les livres ouverts, certaines pages, à certaines places, toujours sur le sol. Images protectrices, secrets de polichinelle, secrets de petite fille, secrets de vieille fille. J'aime qu'on dise, cette femme, cette personne n'est pas à sa place. C'est là qu'il faut être toujours déplacé dans l'inconvenance. C'est ce choix-là d'être artiste. Pour moi, la vie est une fiction. Je sais pas, je suis pas très habile avec le quotidien. Je crois que je sais pas très bien faire. Et donc, cette espèce d'identité est fausse en même temps. C'est faux tout ce que je raconte, ou du moins, c'est des histoires que tout le monde peut se raconter. C'est des choses communes à tout le monde. Il y a très peu de choses vraiment personnelles dedans aussi. Si je les introduis, personne ne peut savoir où elles sont. Par exemple, les tortures volontaires, il y a une photo de moi au milieu. C'est-à-dire que c'est des femmes de l'extérieur et je m'englobe dedans. Justement, comme je ne suis pas en disant c'est mal de vivre comme ça, c'est mal de se torturer le corps ou de vouloir être plus comme tout le monde à l'image des autres, des magazines, j'ai toujours voulu m'intégrer dedans. Je me suis intéressée évidemment au corps parce que c'est la seule chose qu'on possède du début à la fin de sa vie. On est seul avec sa peau, son corps. Et j'ai commencé par l'extérieur du corps, donc, et puis après, ça a été plus l'intérieur, les organes, les choses qu'on ne connaît pas de son intérieur, qu'on ne veut surtout pas connaître. C'est toujours dégoûtant ce qui se passe à l'intérieur. Et on cache tout ça, c'est pas beau. Par exemple, dans la série des vœux, où j'ai mélangé les hommes et les femmes, j'ai superposé des centaines de fragments de corps. On ne sait plus si c'est un homme, une femme, un enfant, quelqu'un de jeune, quelqu'un de vieux. Et le spectateur devient voyeur de ces corps.
Le musée du Puy-de-Train, je le connais depuis très très longtemps. Quand je suis arrivée, je faisais tous les petits musées. Et là, c'est vraiment un musée au cœur de Paris, au centre. C'est un musée de pathologie anatomique. Et bon, c'est assez impressionnant, mais ça a été ouvert, je crois, vers 1830. Enfin, très très plein d'étiquettes sont perdues, donc ils ne savent pas exactement situer. Regarde ça, il y a... Marie, regarde. C'est pas imagination, c'est... Invagination commençante de l'utérus, qui est renversé sur lui-même à traverser le col. Je me suis toujours intéressée à cette étrangeté que nous passons 9 mois enfermés dans le corps de la mère. Donc là, on voit plein de bocaux, tout est très bien rangé, tout est classé. Des bocaux qui contiennent des corps qui ne sont pas venus au monde parce qu'ils étaient dits anormaux. Ils explorent des choses. Enfin, alors bien sûr, c'est des explorations qui s'arrêtent. Mais tu as vu Alien, je ne sais pas si le 3 Oui, ça fait vraiment Alien penser 4, à ça. Quand on essaie de cloner Sigourney Weaver, Oui, et qu'il y a tous les échecs c'est Mais le... en plus, c'est ça. Oui. Ouais. Marie Darrieussecq parle beaucoup de ça, ou de la naissance, ou de tous les éléments fantomatiques. Ça l'intéresse beaucoup, parce que ces gens qui ne sont pas nés, on peut les voir, ils sont très anciens, ils sont gardés là, conservés, cajolés, si je puis dire. Mais on voit tout ce qu'on appelle des monstruosités, mais on a toujours une fascination pour ces choses terribles, pour des choses qu'on pourrait être, qu'on a en nous. On est des monstres nous-mêmes. C'est le bi qui peut être provoqué par... Ça peut être provoqué par le stibène. Ce qui est très étonnant dans cette série, c'est que justement, il y a cette chair comme ça qui est couleur chair, couleur à l'intérieur, un peu rose, ce blanc du tissu, puis il y a les mains du docteur, les mains du médecin qui tient comme ça fermement. Donc ça, c'est terrible, cette intrusion de mains étrangères. Il y a une sorte de fascination étrange pour un accident, pour voir le sang couler qui vient de son intérieur. Je ne crois pas que ce soit morbide, c'est au contraire la vie qui cherche à voir tout ce qui se passe, une curiosité. Le cinéma est un moyen de montrer, de vraiment rentrer dans un corps comme ça, de voir un visage terrifiant, de voir des yeux en énorme sur un écran. C'est fantastique. Les films de Godard, justement, qui a beaucoup utilisé les gros plans, les mots, tout d'un coup des choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, des coupures comme ça. Et puis... Lola Montez, j'aime beaucoup les films d'Ophuls, c'est particulièrement Lola Montez, de cette femme qui doit toujours aller plus haut et puis qui tombe plus haut, Lola, et on sait qu'un jour elle va tomber. Les images du cirque, comme ça, qui pleines de mouvements, comme dans tous les films d'Ophuls, il y a des mouvements de caméra absolument insensés. Et ça, j'étais vraiment fascinée par ça. Vous voyez les petits bonshommes là, rose, bleu, jaune. C'est splendide, c'est merveilleux. Ça m'a beaucoup influencé dans mon travail, les éléments qui montent, qui descendent du cirque, qui partent de partout. Il y a ces amants qui montent comme ça sur un fil. Rien que la vérité. Sur la vie extraordinaire. La voilà. Représentée par toute la... Elle est présentée comme une sainte, comme une Madone, là, toute seule. Tableau vivant, avec musique et danse, et avec tout l'orchestre.
Et il a son fouet comme un animal. Voilà le lustre qui descend tout bleu, ça devient tout bleu. L'image là est sublime. Je pense que les années 60 et les années 70 ont été les plus libres qui soient. Il y avait le début de la pilule, il n'y avait pas de sida, il n'y avait pas de maladie, donc c'était les hippies, tout ça, très très libre, au contraire, beaucoup plus libre qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une époque coincée, avec ce politiquement correct à la con, enfin, on est vraiment une pleine régression. Aujourd'hui, les jeunes artistes sont tellement pressés, sont tellement dans l'angoisse du fric aussi. Ils entendent parler que de ça. Ils entendent parler que de vente publique, du prix des artistes. Moi, le petit groupe auquel j'appartenais, on méprisait les artistes qui vendaient, qui avaient du fric. C'était la honte. On était encore vraiment dans l'utopie. L'art et l'argent, c'était pas lié. Malakoff, rue Étienne Delay. Salut, bonjour. Un café, s'il vous plaît. 9h du matin. Non. Quel est le journal? Oui, ça sent vraiment bon aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites? Olivier, qu'est-ce que tu fais, le chef? Du canard aux olives. Pas mal, pas mal. Alors là. On refait. Ah non, ah non. On va passer la nuit. Non. On va pas couper, on va monter, c'est pas grave. Ok. Du canard aux olives. Et combien la rançon quand on est en otage? Oh, arrêtez. Oh là là. Je suis à la fin d'une aventure ou le début d'un nouvel amour. Bon, bah, Ça, je préfère. ça veut dire beaucoup. J'ai commencé les chimères à peu près dans les années 80 et c'est à ce moment-là que j'ai déménagé pour arriver ici. L'espace me semblait énorme, c'était nouveau pour moi. J'ai demandé à plein d'amis de photographier leur corps, toujours très fragmentés, comme ça, des gros plans de nez, de mains, de toutes les parties du corps. Et je voulais vraiment, petit à petit, j'ai commencé par des petites chimères, etc., à déployer sur le mur des formes fantastiques. Parce ce qui m'intéresse dans le fantastique, c'est qu'il vient du quotidien, il vient justement de nos parties de corps, des choses pas fantastiques, ésotériques. Et puis, je voulais que ce soit plus grand, donc j'ai rajouté de la peinture. J'ai développé, j'agrandissais tout ça, ici, là-haut, des énormes tirages. Je tournais l'agrandisseur sur les murs en biais pour déformer les projections. C'est un travail énorme, après sous la douche, dans la baignoire. Et donc, au sol, je les peignais avec la peinture à l'huile, dorée que je projetais. C'était très excitant à faire. Je faisais mes formes, un couteau, un vampire, des clés, des ciseaux. Et après, je les peignais au sol. Je faisais plein de dégoulinures. C'était vraiment comme un truc d'enfant là qui peut jouer avec la peinture. Enfin, dans un espace à moi, comme ça, un peu grand. L'art demande du temps. Le temps de reposer, de ne rien faire, de vivre avec son travail, avec ce qu'on fait. Et oui, c'était vraiment un moment joyeux, sûrement de ma vie, d'être ici, d'avoir son espace, je me sentais sans doute plus en confiance, j'étais plus libre vis-à-vis de moi-même, très certainement.
J'ai utilisé la première fois les peluches pour une exposition au musée d'art moderne de la ville de Paris où Suzanne Paget avait demandé à un certain nombre d'artistes de faire un travail à partir de la collection du musée. Et il y avait une vitrine de sculptures africaines. Je trouvais que ces sculptures africaines, ces sortes de petites poupées où on leur demande plein de choses, c'était comme les peluches des enfants aujourd'hui, où les enfants leur racontent toutes leurs histoires, se vengent de leurs parents, etc. Et c'est la première fois où j'ai mélangé dans la vitrine de sculptures mes petites effigies, en leur mettant comme des choses totémiques, une photo d'un morceau de corps, et puis j'écrivais un mot en dessous qui devenait comme le socle de cette sculpture, de cette peluche. J'ai participé à une exposition en l'an 2000 au Palais des Papes à Avignon. Il m'avait donné la très grande salle absolument somptueuse qui était la salle de réception, de visite. Et juste à côté de la salle de réception, il y avait la chambre du pape qui est très joliment décorée de branchages, tout est peint, et d'oiseaux fantastiques, parce qu'en réalité, les papes s'ennuyaient beaucoup là-bas et ne faisaient que chasser. C'était leur grand plaisir. Ils s'ennuyaient énormément à Avignon, tous ces papes. Alors j'ai choisi de suspendre des miroirs, et sur ces miroirs sont accrochés par-dessus des animaux naturalisés que j'ai recouverts d'une tête de peluche. Comme ça, ils sont mis grotesques, animal, et regarde le visiteur donc par-dessus, qui en même temps, le visiteur se voit lui-même dans les miroirs en voyant les oiseaux, les animaux. Donc je l'ai appelé eux et nous, nous et eux. Et il y avait aussi des gants avec des crayons, des croix faites avec des crayons de couleur. Donc la croix se retrouvait inversée dans les miroirs. Donc une croix inversée, c'est le diable en réalité. Donc, ça m'amusait d'introduire le diable au palais des papes. Moi, je suis jamais seule avec eux. Hein. Je m'ennuie pas. Ne sautez pas. Sale bête. Je m'ennuie pas. Ça suffit, toi. C'est la Biennale de Venise. C'est l'imagination d'Annette Messager qui a valu au pavillon français le Lion d'or de la Biennale d'art contemporain. Pour la Biennale de Venise, je voulais chercher une histoire italienne. Donc j'ai commencé à lire Pinocchio et j'ai trouvé cette histoire absolument fantastique. C'est-à-dire le père de Pinocchio, en réalité, c'est un sculpteur qui a réussi à donner la vie à un morceau de bois. Et c'est une image incroyable. Donc on va ouvrir, Audrey. Je voulais d'abord que ce soit vraiment ma maison. Donc j'ai
Je connais assez bien Venise et je me suis promenée souvent partout. Souvent, quand il fait très chaud, il y a des grands rideaux, comme à la place Saint-Marc, qui sont installés pour empêcher le soleil de passer. Donc j'ai recouvert entre les colonnes d'un tissu, et comme ça, ça devient plus clos, plus fermé. Et on ne rentre pas par la pièce principale, la porte, la grande porte, mais sur le côté, comme une maison, par une petite entrée. Le casino était un bordel. Dans les journaux italiens, après avoir eu le prix de Lion d'Or, ils disaient c'est le bordel au pavillon français. Ah, ah, ah. Donc ça, c'est la première salle où le petit Pinocchio, en réalité, est très très paresseux. Il n'a pas envie de travailler à l'école, il a envie de se balader, il fait toujours des mauvaises rencontres, il rencontre que des brigands, il n'a que des mauvais copains. Donc il se promène dans une forêt de traversins, et lui, il passe, il est à plat sur ce traversin, il a un circuit comme ça. Après la forêt, il lui arrive plein de malheurs, et son père se noie, et son père est englouti par un requin qui d'ailleurs devient une baleine à un moment. Ça, c'est les merveilles de la littérature. Donc j'ai voulu faire comme une sorte de grande trouée de sang. Par une petite porte sort une masse rouge, comme du sang, et puis il y a un souffle, il y a un bruit, il y a un son Et donc pour moi, c'est vraiment comme un accouchement. Ça se déroule en 3 parties, il y a 3 salles, un peu comme un ballet ou un opéra. Il y a la première partie dans la forêt, après c'est dans le sang. Et la dernière partie, il devient un humain. Donc j'ai installé un grand trampoline. À l'intérieur de ce trampoline, il y a des sacs plastiques, il y a des bouts de papier, il y a des bouts de tissu. Et il y a des éjections avec un bruit extraordinaire. Et où ils sont projetés, tous ces éléments. Ça, c'est un bout d'organes, de choses du corps. Ça, c'est le cadavre exquis que j'ai, en fait, de Pinocchio. Pinocchio, il ne reste plus que son long nez. Et je l'avais installé à la Wood Gallery à Londres, dans un escalier très très haut, et il était très mystérieux, donc avec des moteurs, il y a les bras, les mains qui s'articulaient, et ça faisait des ombres projetées un peu partout sur tous les murs de cet escalier. C'était assez étrange, assez curieux. Là, il est un peu trop en pleine lumière pour moi, mais il a encore quelques restes, ce cadavre exquis. Il y a encore quelques restes du temps de ces balades dans la nature. Audrey, je vais installer le mot au sol. Donc je voudrais qu'on trouve un système comme ça, bien droit. J'ai écrit le mot trouble. Je suis très troublée en ce moment. Je pense que je ne sais pas écrire et que j'aime beaucoup les mots. Mon livre préféré, c'est le dictionnaire. Comme ça, qui se raccorde, bien. Et juste un système très très léger pour le fixer, qu'on le voit à peine, mais qu'on ne puisse pas quand même... Je peux passer des heures à lire le dictionnaire. C'est le livre qui me fascine le plus, qui contient tous les mots. Mais les mots me plaisent autant par le son que par le visuel du mot, l'image que ça devient. Et là, le spasme, tu fais attention parce qu'il faut vraiment qu'il y ait plein de petites choses qui dépassent, là, de petits bouts qui soient très tremblants, lui.
très, par rapport au mot hôtel qui est très rigoureux, très droit. Celui-là, au contraire, très tremblant, très... Donc, voilà. Le filet comme ça, c'est pas si facile que ça à fixer et à rester très, très léger en même temps. Et je crois que ce n'est pas pour rien que j'ai commencé cette série en 1999. Donc c'était l'arrivée prochaine de l'an 2000, où on n'existerait plus, ou alors on serait tous avec des robots, des petites machines. Donc en fait l'an 2000, c'était toujours une chose assez obsédante. Et j'ai montré cette série juste à l'an 2000. C'est quand même quelque chose, un passage d'un changement d'un siècle à l'autre. Ils sont presque tous toujours au sol. Donc comme s'il y avait eu une sorte de catastrophe, un tremblement de terre ou on ne sait pas. Ils sont enfermés dans des filets, ils sont figés. Puis les répliquants, les répliques en art, on parle beaucoup de répliques. Donc c'est un mot qui fait appel à beaucoup de choses. Il y a une légende danoise que je trouve très belle, où c'est un roi qui croise une jeune fille très pauvre, évidemment très belle, et il lui demande de se rendre une semaine plus tard dans son palais, de se rendre ni nue ni habillée. Et elle réfléchit toute la semaine et elle arrive revêtue d'un filet. Une artiste passionnante à découvrir au Centre Pompidou, Annette Messager passe au scanner la réalité de notre quotidien, avec des matériaux de notre vie, morceaux de laine, sacs en plastique, bouts de ficelle. Elle s'interroge sur le dérisoire de notre condition humaine. Quand des morceaux d'anatomie surdimensionnés sont emprisonnés dans des filets au-dessus de vos têtes, c'est qu'Annette Messager n'est pas loin. Le corps, le sien et celui des autres, elle l'a morcelé, débité, exposé, exploré depuis toujours. Son travail rime avec entrailles. Annette Messager nous entraîne dans son introspection. Elle interprète également l'actualité. J'ai souvent été quand même assez agressée par mon travail. J'ai reçu des lettres d'insultes, pas mal de choses négatives, ce qui est toujours bien. Et puis, j'étais traitée de putain parce que justement, j'avais montré des braguettes d'hommes, braguettes dans la rue, franchement. L'œuvre qui semble la plus agressive, parce que c'est un tabou, les enfants, c'est les enfants usurés, c'est-à-dire de scratcher les yeux d'un enfant, ça c'est immonde, surtout une femme qui fait ça. J'étais insultée. On m'a frappée même dans une exposition à cause de ça. On a en nous tellement de personnages différents. On peut être tellement différent d'une seconde à l'autre, passer du rire aux larmes très facilement. Moi, je vois un petit garçon, un petit enfant dans la rue, mignon, je suis heureuse. 5 minutes après, je vois un aveugle, j'ai envie de pleurer. Et puis je pense que je voudrais changer de couvre-lit, mettre un joli couvre-lit. Et en même temps, je pense à mon travail. Je veux dire, c'est un peu toute la vie que j'ai essayé de faire rentrer.
J'ai montré cette série des grimaces plusieurs fois, surtout une fois au musée d'art africain océanien, Paris. Et c'est Jean-Hubert Martin qui m'avait proposé une exposition. Je lui ai dit d'accord, mais si je peux intervenir à tous les niveaux. Et aussi en sous-sol où il y a des crocodiles, des iguanes et beaucoup d'enfants qui vont visiter cet endroit. Donc j'avais planté avec des piquets ces grimaces d'enfants dans le bassin où il y avait ces deux énormes crocodiles qui sont là depuis toujours. Et j'aime beaucoup ce côté à la fois enfantin du crayon de couleur et puis pointu. C'est une épée, c'est une pointe, un peu comme des doigts très pointus. Dans le prolongement de la main, on met le crayon et ça se prolonge. Donc à la fois c'est tendre et pour moi c'est cruel. On m'a traité de sorcière, on m'a traité de mauvaise femme, de ceci. Voilà, j'en ai tellement entendu, de castratrice, etc. Parce que je ne peux pas être artiste et femme et que ce soit, si je puis dire, normal. Si une femme est artiste, il faut qu'elle soit du côté du monstre, du côté de la sorcière, du côté de l'hystérique, du côté de la sainte, pourquoi pas, mais toujours de ce côté-là. Et c'est très curieux, c'est pas du tout comme ça pour un homme.